Everyone has to do Si vous ne savez pas ce que vous consommez, everything they can ne le consommez pas. in order to make sure they are on the right side of history. Consommateur engagé, aujourd'hui, c'est un boulot à plein temps. 84% de coton de la Chine, elles viennent de la région ouïghour. Posez-vous la question de savoir ce qu'il y a dans les vêtements. La fast fashion, c'est un vieux nuggets pourri. C'est nous qui dessinons aussi le monde de demain. There's another way of living on this planet. Change your minds, you guys. Bienvenue dans Nouveau Modèle, le podcast sur la mode responsable et engagée. Je suis Chloé Cohen, je suis journaliste et dans ce podcast, je donne la parole à des femmes qui font bouger les lignes de l'industrie textile. Qu'elles soient stylistes, entrepreneuses, activistes ou encore mannequins, ces femmes partagent ici leur parcours, leurs valeurs et dévoilent les coulisses d'une industrie en pleine mutation. Parce qu'elles ont pris conscience des dérives sociales et environnementales de la mode, elles ont décidé de s'engager pour un monde féministe, inclusif et durable. Cette semaine, je reçois Nathalie Parmentier, cofondatrice de la marque pour enfants Perpète. Comment concilier circularité, durabilité et mode enfantine ? Comme ça, on pourrait se dire que c'est impossible. Les enfants, ça grandit vite et puis ça salit ou ça abîme les vêtements. Pourtant, Perpète réussit le pari de proposer des vêtements durables, des vêtements dans lesquels on investit afin de pouvoir les transmettre de génération en génération. Et si ça n'est pas possible, on peut toujours les renvoyer car ils sont consignés. Alors venez découvrir Perpète du 25 au 27 novembre au 4 rue Pastourelle dans le 3e arrondissement de Paris lors du pop-up que j'organise sur le thème de la circularité. Merci à Perpète de soutenir Nouveau Modèle et en attendant de vous rencontrer lors du pop-up, je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Nathalie, je suis ravie de te recevoir sur le podcast. Alors on va débuter cette discussion avec ton parcours pour comprendre un peu la genèse de Perpète. Donc tu as travaillé pour le groupe Beaumanoir en Chine, mais tu as aussi travaillé pour H&M et pour Levi's. Donc H&M, forcément ça m'a un peu titillé parce que H&M notamment c'est un peu l'emblème de la fast fashion. Et je me demandais ce que tu retenais de ces expériences. Eh ben déjà bonjour. Alors oui, c'est vrai que j'ai quand même une belle expérience dans la fast fashion avant de faire Perpète, qui est absolument l'opposé de la fast fashion. Et c'est aussi toutes ces expériences qui m'ont forgé, qui m'ont donné un peu la vision de la mode et aussi tout ce qui ne pouvait pas fonctionner actuellement. Et c'est en voyant tout ce qui était défaillant qui m'a donné envie de faire justement une mode qui soit plus respectueuse de l'environnement puis aussi des humains. C'est vrai que H&M c'était hyper intéressant en soi. C'était quand même une expérience où j'ai aussi beaucoup appris. Mais voilà, comme je le disais, c'était c'est ça qui m'a montré tout ce qui n'allait pas en fait dans le secteur. L'envers du décor, quoi. C'est à ce moment-là, finalement, que tu as pris conscience un peu des dérives de l'industrie textile. Ouais, parce que je pense qu'un peu comme tout le monde, je suis sortie de mes études. À 25 ans, j'avais qu'une envie, c'était de travailler dans ces entreprises qui font un peu rêver. Donc, tout de suite, aller dans le secteur textile, tu vois les gros acteurs. Et c'est vrai que H&M, je suis arrivée, c'était un peu le rêve, quoi, de commencer sa carrière chez le leader de la mode. Alors à l'époque, j'avais pas trop conscience de ce qu'était la fast fashion. Non, et puis c'était la mode accessible en fait, accessible à tout le monde. Non, mais c'est ça ce qu'il faut. Enfin, en fait, c'est bête, hein, mais pourtant je suis pas très vieille non plus, hein, mais c'était déjà il y a 10 ans en fait. Et c'est vrai qu'il y a 10 ans, on parlait pas du tout où c'était encore le début des dérives de la mode, de l'impact, et c'était vraiment des choses. Moi, je voyais effectivement le côté mode accessible, pouvoir s'habiller bien, pas cher, et en fait, je voyais ça hyper positivement en fait. C'était rendre la mode accessible à tous et pouvoir être cool et stylé avec un petit budget. Ouais, bien sûr. Non, mais je comprends. Donc à ce moment-là, tu réalises, après ces années d'expérience, tu réalises un petit peu tout ce qui va pas dans l'industrie textile. Donc j'imagine que c'est à ce moment-là peut-être que commence à naître l'envie de faire différemment. Donc tu lances Perpète en 2019. Oui. Pourquoi à ce moment-là ? Ça correspondait à quel moment de ta vie, de ta carrière ?
Alors, faut quand même voir que ça a été un processus. Enfin, je pense que comme toute personne qui avance, qui est de plus en plus engagée, les choses sont pas faites du jour au lendemain. Ça a été quand même le fruit d'une prise de conscience qui s'est faite au fur et à mesure. Enfin voilà, parce qu'au fur et à mesure, quand je travaillais encore chez H&M, je voyais qu'il y avait des choses qui me convenaient pas, mais j'arrivais pas trop à mettre le doigt sur quoi. Je voyais que le soir, je rentrais chez moi, j'étais pas hyper bien, quoi. Je me sentais pas en phase avec ce que je faisais. Et c'est vrai que voilà, avec mon mari, on faisait de plus en plus attention. Tu vois, le zéro déchet, manger bio. Alors à l'époque, lui bossait dans l'automobile et moi dans la fast fashion. Et à côté de ça, on faisait hyper attention dans nos vies perso à notre façon de consommer et tout, et de plus en plus. Et on se rendait bien compte et au fur et à mesure, on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait un malaise et qu'on ne pouvait pas avoir un grand écart aussi important entre nous la journée et nous le soir. Et en fait, malgré tout, ça a commencé à créer un peu un mal-être, je pense, dire ça comme ça. Il se trouve que moi, quand j'étais encore chez H&M, je suis tombée enceinte. J'aime bien le mot tomber, mais bref, j'étais enceinte. Et puis voilà, ça a été. Il y a tout un tas de signaux à ce moment-là qui ont fait que ça a été le moment pour moi de quitter l'aventure H&M. Donc je suis partie. J'ai pris du temps aussi pour moi. Ça m'a permis de prendre du recul, de faire un peu le point sur tout ça. Et c'est là où j'ai commencé vraiment à comprendre que voilà, cette surconsommation, pour moi, en fait, il y avait quand même quelque chose qui ne fonctionnait pas. Enfin, j'ai vu des sessions de soldes où c'était franchement la folie, tu vois, dans les magasins. Il y avait, je sais pas combien d'articles pouvaient être passés en caisse. Les fringues étaient par terre. En fait, il y avait vraiment plus aucune considération du vêtement. C'était c'était assez fou. Et puis c'est vrai que moi, dans mon métier, c'était vraiment de vendre le plus possible. Donc, on gérait vraiment tout ce qui était solde, promotion, et puis ça brassait tellement. Enfin, c'était tellement hallucinant. Le volume, même les boutiques, tu vois, elles étaient complètement over. Ouais, il y en avait de partout, quoi. Ça débordait, tu vois. Et ouais, donc du coup, la prise de conscience, ça m'a permis de voir un peu ce qui finalement ne m'allait pas. J'ai ensuite eu une expérience chez Levi's où là, je me suis dit c'est déjà un premier step. On n'est plus dans la fast fashion, on est déjà, voilà, tu vois, c'est le bon jean Levi's, le truc quali que tu peux garder longtemps. Donc déjà, pour moi, c'était un pas en avant, mais assez vite. Je me suis rendu compte que, encore une fois, j'étais pas encore complètement en phase avec ce que je voulais. Et il y a encore eu une nouvelle histoire d'enfant. Ça a été le deuxième enfant. Et c'est le moment où je me suis dit, allez, je pense que ça y est, je me sens prête. Il faut que je sorte de tout ça. J'ai besoin d'être vraiment alignée avec mes valeurs et d'avoir un métier qui correspond plus à ce que je pense. Et voilà. Et donc, c'est là où j'ai quitté mon travail avec l'idée, à ce moment-là, de créer une marque de mode. Tout ce que je savais à ce moment-là, c'était que je voulais faire une marque de mode pour enfants avec un concept d'économie circulaire. Voilà. Pour moi, à la base, c'était vraiment créer quelque chose qui soit dans l'anti-surconsommation, quoi. Quelque chose qui puisse être vertueux dans ce sens-là. Et pourquoi l'enfant ? Parce que j'étais jeune maman, je voyais bien que les enfants grandissaient hyper vite, que les vêtements, on les utilisait finalement pas si longtemps que ça, et que voilà, c'était là où pour moi il y avait le plus de challenge. Ouais. Ok, non, mais c'est hyper intéressant. Et d'ailleurs, ça va faire le lien avec la question d'après, parce que c'est écrit sur votre site. Après avoir bossé dans la fast fashion, on a décidé qu'il était temps de repenser une nouvelle mode. Donc, j'imagine que là, ce que tu es en train de décrire, c'est ça que vous appelez une nouvelle mode. Ouais, c'est ça. C'est vraiment
une mode où on place la durabilité au cœur de tout. Donc c'est vraiment l'idée, c'est de se dire à partir du moment où on crée, où on produit quelque chose, ça va utiliser tout un tas de ressources et donc faire en sorte que ces ressources que l'on va prélever vont durer le plus longtemps possible et qu'on va pouvoir maximiser le temps d'utilisation. Et voilà, en gros, c'est vraiment de l'anti-gaspillage, quoi. C'est ce qu'on prélève, voilà, c'est que ce soit vraiment utile et que ce soit maximisé dans son temps d'utilisation. Ouais, l'inverse de la mode jetable. Ouais, voilà. Et puis l'inverse aussi, d'avoir ces montagnes de vêtements qui sont là, dont on vend, mais en fait, ils vont rester dans un placard parce que c'est juste le prix. On se dit tiens, regarde, ce petit truc, il est pas cher, donc je l'achète. Et puis au final, on l'aime pas vraiment et ça reste dans un coin où on ne l'ait jamais porté. Enfin, c'est vraiment ça. C'est vraiment voilà, cette idée d'achat utile et d'achat aussi qui soit vraiment maximisé dans le temps, quoi. Ouais, durable. Et c'est vrai que quand on pense vêtements pour enfants, surtout enfants un peu plus grands, parce que c'est pas bébé, hein, c'est plutôt enfant. Je crois que c'est à partir de 2 ans, non, les vêtements. À partir de 3 ans. De 3 ans même. Ouais, donc c'est vrai qu'on imagine des trous, des vêtements qui deviennent trop petits, enfin qui se salissent, voilà. Et comment vous faites pour allier cette mode pour enfants et la durabilité? Ouais, c'est clair que de base ça semble un peu bizarre de se dire voilà, on s'appelle Perpète, on veut faire durer les vêtements longtemps, ok, mais on fait de l'enfant. Donc là on se demande un petit peu comment ça marche. Alors au début il y a des personnes qui nous demandaient si on avait des vêtements qui pouvaient s'agrandir. Donc aujourd'hui on n'est pas encore magicienne, donc ça on peut pas le faire. Par contre nous ce qu'on fait, c'est qu'on propose une consigne sur chacun de nos vêtements. Donc ça veut dire que quand le vêtement, justement, il va devenir trop petit, nous on va le racheter à nos clients. Ils vont récupérer des bons d'achat et ils vont pouvoir du coup se fournir, plutôt acheter le vêtement dans la nouvelle taille, donc à un prix plus intéressant parce qu'ils auront ce bon d'achat. Et après nous, on se charge de remettre le vêtement en vente sur notre e-shop, donc on l'appelle d'ailleurs le re-shop. Donc il va y avoir un onglet seconde main. Et après, évidemment, en fait, j'aurais dû commencer par ça, mais pour pouvoir faire ça et pour aussi éviter ou retarder le plus possible l'apparition de trous, parce que c'est vrai que tu as totalement raison, les enfants, je veux dire, c'est les pires utilisateurs, quoi. Enfin, ils sont là, ils vont mettre vraiment à rude épreuve les vêtements. Donc nous, on bosse aussi à la base sur la qualité de nos vêtements. Donc ça passe par le choix des matières, leur résistance, leur densité, et puis les tests aussi qu'on va pouvoir effectuer dessus, la confection aussi. Et une fois qu'on est sûr, nous, de la qualité, il y a ce système de consigne qui se met en place, sachant que évidemment il y a certains vêtements qu'on va récupérer qui vont être abîmés. C'est clair. Un pantalon, globalement, on a beau faire un pantalon le top du top, il y a quand même une probabilité qu'au bout de plusieurs mois d'utilisation, il y ait quand même un trou qui puisse se former. Il y a certains enfants qui sont plus spécialistes que d'autres là-dedans. Donc c'est pour ça que nous, on redonne aussi des bons d'achat pour tous les vêtements, même ceux qui sont abîmés, et on va s'occuper de les réparer ou de les transformer pour pouvoir leur donner une nouvelle vie, parce que c'est vraiment ça, quand on décide de mettre la qualité au cœur de tout, en fait ton vêtement il sera pas déformé, il sera pas vraiment abîmé en tant que tel. En fait, à partir du moment où tu as juste un trou, soit tu peux le transformer, je sais pas, le plus simple c'est de se dire ok, mon pantalon devient un short. Nous on a développé tout un tas de petits patchs qui sont hyper rigolos et qu'on place sur certains trous, ça peut arriver, et on se rend compte que il y a plein de marques qui le font sur des vêtements neufs, tu vois, de mettre des petits patchs comme ça. Complètement. Et comme le vêtement, à part cet endroit où il y a pu avoir un choc, il est nickel.
Après, voilà, il est revendu en seconde main et ça part super bien. Nos clients sont ravis et puis le vêtement, il a une nouvelle vie, tu vois. Ouais. Et ce système de consigne, ça fonctionne bien. Les clients ont bien compris comment ça marchait ou comment vous faites pour les convaincre. Est-ce qu'il y a donc les bons d'achat, j'imagine forcément, puisqu'il faut un attrait à renvoyer le vêtement, c'est évident. Mais est-ce que ça marche bien? Eh ben oui. Tant mieux, parce que c'est vrai que parfois les nouvelles habitudes de consommation, ça met un peu de temps. Il faut expliquer, il faut être vachement pédagogue. Enfin, c'est pas forcément évident pour une marque d'avoir ce discours-là. Donc, je me demandais vous comment ça avait été accueilli. Ben franchement, nous, c'est vrai que depuis le tout début de Perpète, on a tout de suite beaucoup communiqué sur ça. Alors c'est vrai qu'au début, il n'y avait pas encore la seconde main, c'était plus une promesse finalement. Et en fait, ce qui a déclenché, ce qui a accéléré, c'est le moment où on a vraiment fait les premières ventes de seconde main, où du coup, les clients ont pu voir que ça existait vraiment, que vraiment derrière on en faisait quelque chose. Donc ça a été un premier accélérateur. Après, aussi, en 3 ans, les choses ont aussi pas mal évolué. Il y a d'autres marques qui se sont lancés un peu avec des principes plus ou moins similaires, on va dire plus, voilà. Mais du coup, commence à rentrer un petit peu plus dans les mœurs. Et c'est vrai que nous, on voit que ça s'accélère de plus en plus. La part de personnes qui renvoient des vêtements augmente. J'ai envie de dire presque, quand on fait le calcul de mois en mois, c'est le pourcentage augmente, tu vois. Ouais, c'est bien, c'est encourageant. C'est hyper encourageant. Et après, nous aussi, ce qui est ultra encourageant, c'est de voir que les vêtements qu'on va vendre en seconde main, ça marche super bien. Enfin, on essaie à peu près toutes les 6 semaines de faire une vente seconde main, et ça part très vite. Enfin, tu vois, généralement, plus ou moins en 24 heures, même moins, quasiment tout est parti, quoi. Ouais. Et ce qui est génial, comme je disais avant, c'est que les vêtements aussi qui ont pu être réparés, aussi, tu vois, ils partent... parce que je trouve que c'est ça aussi et qui fait un peu notre différence par rapport à d'autres marques qui pratiquent la seconde main, c'est qu'on ne vend pas que du presque pas porté ou pas porté. C'est souvent un peu la limite de la seconde main, c'est que va y avoir justement ces vêtements qui... j'ai envie de dire, ça nourrit presque, tu vois, parce que il y en a certains qui sont presque pas portés, et c'est pas, c'est de la seconde main, mais c'est pas de la vraie seconde main au sens où c'est vraiment porté. Et nous, on a vraiment ces vêtements qui ont une histoire, qui ont été portés, et pour autant, par la qualité que nous on développe dès la conception, ça fait que ces vêtements, même s'ils ont été utilisés régulièrement pour de vrai, derrière, ils sont quand même bien, tu vois. Les clients qui achètent en seconde main sont quand même tous... on a des super bons retours et sont positivement étonnés de ce qu'ils vont récupérer chez eux sur des vêtements que nous, on va dire peut-être bon état, mais en fait, ils sont quand même super bien. Alors, il y a une vraie deuxième vie. En fait, voilà. Il y a eu une vraie première vie, il y a une vraie deuxième vie. Exactement. Et je trouve que c'est ça aussi, nous, qui fait notre force et notre différence. Et ça, c'est possible que si le vêtement est qualitatif à la base. Quand tu vas parler de la fast fashion, maintenant, on a des marques plus ou moins de fast fashion qui se lancent sur ce genre de concept. Mais ça va avoir ses limites, parce que derrière, le vêtement, il peut pas tenir, en fait. Ouais, complètement. Mais ça, je suis entièrement d'accord. C'est vrai que finalement, la circularité, elle se pense dès le départ, pas seulement en bout de chaîne. Il faut vraiment penser le vêtement pour lui donner plusieurs vies. Ouais. Et d'ailleurs, c'était une de mes questions, c'est de savoir où est-ce que ça se joue, la durabilité d'un vêtement là chez Perpète. J'imagine c'est la matière, c'est la confection. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, vous, comment vous êtes arrivé à un vêtement qui peut avoir plusieurs vies? Est-ce que vous avez fait des tests? Comment vous pensez le vêtement? Comment vous le confectionnez? Alors ça, c'est mon associée Sandra qui est spécialiste de tout ce domaine, parce que elle est de base styliste modéliste, et je dois dire qu'elle est très très
très assidue et très tatillonne. Donc je pense que de base, elle est très... voilà, c'est sa personnalité et aussi son engagement qui sont pour moi la première raison de la réussite. Évidemment, comme tu dis, il y a le choix des matières. Nous, on fait hyper attention donc au poids des matières, donc qu'elles soient suffisamment lourdes, à la densité des matières. Il y a des tests, il y a toute une batterie de tests qu'on fait réaliser sur nos matières. On va demander quand même des résultats. Enfin, tu vois, on a un niveau d'exigence sur les résultats des tests qui sont très élevés. Après, il y a aussi le choix à la base qu'on travaille avec un atelier de confection principalement. Il y a la relation qu'on a créée avec lui, on y va quand même assez régulièrement, on se parle très souvent. Et je pense aussi que comme ils ont vu qu'on était très tatillonne, très dans le détail, ils ont compris aussi ce que nous on attendait. Et je pense qu'ils ont une attention d'autant plus particulière parce que on a parfois remarqué des détails, on les a embêtés, on va dire, sur des petites choses, et au fur et à mesure, il y a aussi cette relation où eux ont compris que nous, on rigolait pas, on regardait vraiment dans le détail, et voilà. Et donc au final, il y a cette relation qui a aidé. Après, on fait aussi, on est les premières utilisatrices aussi de nos vêtements. Avec des tests en grandeur à échelle vraie, quoi, dans la vie réelle. On a chacune, à nous deux, on a 5 enfants. Donc évidemment, ils sont habillés en perpète au quotidien. Donc on voit aussi, ça nous permet de voir vraiment l'évolution. Et puis on est, ce qu'il faut voir aussi, c'est nos clients aussi nous donnent beaucoup de retours. Et alors globalement, on a beaucoup de retours positifs, mais dès qu'on peut avoir un tout petit truc négatif, ça nous mine, on n'en dort pas, quoi. Enfin, on est aussi nous hyper impliqués dans ça, donc c'est pas pour faire bien, c'est vraiment un truc, si un truc qui marche pas comme on veut, ça nous impacte vraiment toutes les deux. On est quand même assez perfectionnistes. Et aussi aujourd'hui, ce qui est aussi très vertueux, c'est à partir du moment où on reçoit nous les vêtements en seconde main, ça nous permet de voir aussi leur évolution. Par exemple, si je reprends nos pantalons, nos pantalons historiques, ils s'appellent les pantalons Easy, c'est des pantalons en molleton qui sont coupés comme un pantalon 5 poches, donc ils plaisent beaucoup parce que c'est à la fois allier le confort et puis voilà, le look, t'es pas en jogging. Au début, on a eu plein de super retours positifs, mais il y a eu on voyait que chez certaines personnes, peut-être que il pouvait y avoir un petit trou plus vite que ce qu'on aurait voulu. Donc direct, on a rebossé avec notre fournisseur, on a changé la matière, on a travaillé sur autre chose, on a amélioré encore plus la qualité. Donc c'est ça, c'est que grâce à ce qu'on peut voir et aux vêtements qu'on peut récupérer, on se rend compte si jamais il y a des points qui sont peut-être un peu défaillants et comment les améliorer, quoi. Donc j'ai envie de dire qu'à chaque prod, c'est de mieux en mieux. Ouais, et c'est extrêmement intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai moi je suis vraiment convaincue que c'est aussi aux marques de gérer l'après-vie du vêtement, donc sa deuxième vie, de pas laisser se débrouiller les consommatrices et les consommateurs pour éviter tout ce gaspillage. Et en fait, il y a un intérêt aussi à la marque à faire ça, c'est de pouvoir améliorer la qualité de ses vêtements et de les rendre encore plus durables, quoi. Donc c'est extrêmement intéressant de voir ça. C'est un cercle vertueux pour tout le monde, en fait. Ah bah oui, carrément. Puis en plus pour le client, moi je me rends compte étant maman, le moment où ça devient petit, c'est quand même un casse-tête, quoi, entre ceux que tu peux revendre, et là faut aller sur Vinted, et franchement c'est de plus en plus compliqué. Les trucs que tu vas pouvoir donner, ceux qui sont abîmés, mais tu sais du coup pas trop quoi en faire, alors que je trouve que
par exemple, tu achètes tout chez Perpète, par exemple, prenons cet exemple. Et ben, tu te poses pas la question, c'est trop petit, pouf, tu nous renvoies tout, et tu sais, derrière nous, on a vraiment cet engagement, tu sais que derrière, le vêtement va avoir une deuxième vie. Enfin, nous, c'est une garantie. Ouais. Même si le vêtement, il est abîmé, ou taché, ou voilà, on va en faire quelque chose. Aujourd'hui, on bosse sur un projet d'upcycling qui va sortir fin novembre, qui va être, on va créer des accessoires à partir des vêtements qui étaient trop abîmés ou avec des taches ou voilà qu'on n'a pas pu récupérer pour la revente en tant que vêtement quoi. Et là, on en fait quelque chose. Donc, je trouve que c'est ça aussi qui est vertueux parce que parfois tu peux je sais pas, tu peux te dire ok, je dépose ça dans une borne, mais tu as toujours un petit peu le doute de savoir vraiment derrière où va atterrir ton vêtement. Bien sûr. Et nous, c'est aussi ça, je pense qui est notre force et ce qu'on promet, notre promesse, c'est voilà ton vêtement avec nous. Il y a pas de stress. Il va pas atterrir sur une plage quelque part en Afrique. Il va vraiment avoir une deuxième vie et tu verras vraiment sur notre site internet ton produit, ton vêtement revendu tel quel ou upcyclé. Ouais, finalement c'est aussi intéressant parce qu'on se rend compte que pour s'engager, pour essayer d'améliorer nos habitudes de consommation, on a aussi besoin de ça. On a besoin aussi de voir que ce qu'on fait a un réel impact et sert vraiment à quelque chose. Donc c'est intéressant. Et certainement que tout ça répond à ma question suivante, mais il y a aussi la question du prix un petit peu qui est un enjeu pour beaucoup de marques. Comment vous faites pour convaincre vos clientes, vos clients d'acheter des vêtements plus chers mais qui sont durables à leurs enfants? Parce que on a souvent l'argument de ça grandit tellement vite que je préfère acheter des vêtements qui vont me coûter 3 €. Quoi. Bah ouais, non mais c'est clair que ce truc-là, on l'entend souvent, même dans notre entourage aussi. Et je comprends dans une logique à court terme, c'est vrai. Mais après, quand tu réfléchis à long terme, nous, ce qu'on voit par exemple, c'est qu'il y a pas mal de personnes qui ont plusieurs enfants qui vont faire le choix d'acheter chez Perpète parce que justement, le fait de voir qu'on a cette promesse de la durabilité et puis de voir que ça se passe vraiment avec la seconde main, on se dit bon bah ok, je l'achète peut-être pour mon aîné, derrière j'ai 1 ou 2 autres enfants et je sais que ce vêtement-là derrière il va me servir plusieurs fois. Alors que voilà, enfin je pense qu'on a sûrement tous fait l'expérience d'acheter des vêtements ok pas chers, mais au bout de 3 lavages le vêtement il est HS quoi. Ouais. Donc, ouais, complètement. Donc là, il y a ça aussi, il y a cette logique d'utilisation qui va être prolongée peut-être sur une fratrie. Il y a aussi le fait, via notre système de seconde main, on sait aussi que derrière, on va récupérer des bons d'achat. Alors après, nous aussi, on a fait le choix que ces bons d'achat soient graduels. Donc vraiment, si ton vêtement il est troué, on va dire plein de taches, tout ça, il t'aura quand même 10% du prix neuf en bon d'achat. Et après, on a décidé, on voulait aussi que ça puisse aller jusqu'à 40% du prix neuf. On voulait que ce soit significatif. Donc 40%, c'est quand même important pour à la fois justement inciter à se dire voilà, le deuxième achat du coup chez Perpète il devient beaucoup plus intéressant en termes de prix, donc il y a un peu cet investissement du premier achat et après par la suite on récupère ses bons d'achat, donc on peut acheter à moindre frais. Et après pour nous aussi si on s'est posé à un moment donné la question est-ce que c'est intéressant d'avoir un prix fixe, peu importe le vêtement. Mais en fait, on s'est aussi rendu compte que c'était aussi bien de pousser aussi un peu à l'entretien des vêtements, parce que je pense aussi que ce qui va avec la mode jetable et la fast fashion, c'est qu'on a, mais tous, on a un peu oublié comment prendre soin des vêtements.
Donc, par exemple, aujourd'hui, nous, sur nos réseaux et tout, on essaie de plus en plus de donner des petits tips pour entretenir le linge, détacher, etc. Parce qu'il y a plein de petites choses qui permettent d'allonger la durée de vie des vêtements au moment de l'entretien. Et si on prend ces petites habitudes-là, en fait, ça peut vraiment permettre de prolonger la durée de vie du vêtement. Donc, on trouvait ça juste aussi de récompenser d'autant plus les personnes qui font ça, quoi, tu vois, qui font ces efforts-là. Ouais. Et d'ailleurs, comme les vêtements sont consignés, les gens récupèrent, j'imagine, la consigne quand ils renvoient le vêtement. Ouais, ok. Et la consigne, c'est en fonction du prix du vêtement. Voilà, c'est ça. C'est en fonction du prix. Donc, tu as une consigne minimum qui est, comme je disais, de 10% du prix neuf. Donc ça, c'est ce qui est garanti. Et après, en fonction de l'état du vêtement, ça peut aller jusqu'à 40%. Ok, d'accord. Oui, finalement, le bon d'achat, c'est la consigne, quoi. Ouais, ok. Non, c'est intéressant. Donc là, on a beaucoup parlé de durabilité, de circularité, de ce genre de concept-là, plus environnement. Mais il y a aussi toute la partie sociale, votre engagement social. Vous vous engagez pour plus d'inclusivité et de mixité. Ça, c'est ce que vous dites sur le site, mais aussi auprès d'associations. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, nous en dire plus? Parce que c'est vrai que les questions d'inclusivité et de mixité, c'est aussi extrêmement important dans la mode pour enfants. Oui. Alors, ce qui est rigolo, c'est que au début, c'est quelque chose pour nous qui était tellement évident qu'au départ, on l'a pas vraiment calculé. Pour nous, ça nous semblait assez évident de faire une marque mixte, au maximum, parce que on voyait pas bien. Tu vois, c'est un peu notre côté assez pratique. On voyait pas pourquoi un pantalon, il n'irait pas à une fille et un garçon, tu vois. Autant chez l'adulte, il peut y avoir des questions de morphologie, mais chez l'enfant, c'est pas vraiment le cas. Et c'est vrai que quand tu vas chez beaucoup de marques enfantines, c'est tellement cliché, quoi. Tu vas avoir clairement le côté garçon où c'est en gros bleu, vert, super-héros, dinosaure, et le côté fille où c'est ton pastel, rose, lilas, licorne et paillettes. Voilà. Et après, j'ai rien contre les licornes et les dinosaures, il n'y a pas de problème. Mais c'est juste que, en fait, si un petit garçon a envie de s'habiller en rose ou aime les licornes, et si une petite fille aime les dinosaures, en fait, il n'y a pas moyen, quoi. Donc c'est pour ça je suis que d'accord. Nous, on s'est dit, ok, déjà, de manière très pratique, on voit pas trop l'intérêt de faire des choses différentes à chaque fois, parce qu'en fait, le produit, de manière, en termes de morphologie, il peut très bien aller à l'un ou à l'autre. Et puis, un petit garçon, s'il a envie d'avoir un pantalon ou un sweat rose, et la petite fille de s'habiller en bleu ou en vert, c'est à eux de décider. Et on trouve ça aussi un peu dommage dès la petite enfance d'enfermer dans certains schémas, d'autant plus que ces schémas-là, c'est aussi dans beaucoup de cas une façon de vendre plus. Et c'est ça où en fait c'est aussi une façon de consommer moins, parce que tu as certaines choses qui vont à l'un à l'autre, et puis de faciliter, pour nous à la base c'était vraiment l'idée de faciliter la transmission, et puis aussi de juste laisser le choix aux enfants. Après, je veux dire, que les petites filles soient fans de rose, elles peuvent acheter du rose chez nous, il n'y a aucun problème, et voilà, le petit garçon s'il a aussi envie, il peut. C'est juste de pas fermer les portes en fait, et de laisser le champ des possibles ouvert. Sur ça, nous c'était ce qui nous semblait important. Ouais, je suis bien d'accord, parce que c'est vrai que ça conditionne dès tout petit finalement les enfants, ce qui n'a aucun sens, quoi. Moi je le vois même sur la mode bébé, c'est déjà rose pour les filles et bleu pour les garçons, quoi. Donc ça me semble un petit peu aberrant, mais bon. Oui, voilà. Donc, il n'y a pas de. Voilà, après j'ai aussi une fille et je l'habille en rose, j'ai aussi des garçons, je les habille en bleu, mais mes garçons ont aussi du rose. Voilà, c'est ça, c'est pouvoir faire les deux, quoi, sans genrer automatiquement sur tous les enfants ou les bébés, quoi. Ouais, complètement. Et quelles sont les ambitions de Perpète aujourd'hui? Vers où vous voulez aller? Quel projet vous avez en tête? S'il n'y a aucune limite. Une bonne question. Après, nous, notre projet déjà, c'est de continuer à grandir.
On reste une micro-marque, hein, on est tout minus. Je pense que voilà, notre projet, c'est de continuer à grandir, de continuer à promouvoir cette autre façon de consommer, d'avoir de plus en plus de personnes qui se joignent à nous, qui ont envie de voir les choses un peu différemment. Voilà, enfin c'est tout bête. On n'a pas forcément envie d'être le prochain H&M, ça nous en termes de taille. Mais voilà, notre ambition, c'est d'être une marque qui porte des valeurs, qui est des personnes qui croient aux mêmes valeurs que nous et puis qui ont envie de les porter. Et je trouve ça, c'est ça aussi, moi, que je trouve le plus fou dans toute cette aventure, c'est de voir toutes ces personnes qui aujourd'hui sont complètement convaincues par ce qu'on fait, et de voir des personnes aussi qui ont, tu vois, peut-être qu'on a pu planter une graine quelque part et puis après qui aussi évoluent dans leur propre réflexion. Enfin, je trouve, enfin, c'est ça que je trouve assez intéressant. Ouais, non, c'est vrai. Et pour terminer l'interview avec des questions un tout petit peu plus personnelles, si je te dis que tu es une personne engagée, tu me réponds quoi? Eh ben, maintenant, je vais te dire oui. Mais pendant longtemps, j'avais pas forcément conscience de ça. Je pensais plutôt, voilà, enfin, ça me semblait assez, tu vois, il y avait des choses qui me semblaient assez juste logiques, tu vois, de faire. Juste pour moi, c'était juste la bonne façon de faire, ou en tout cas, qui me semblait cohérente. Et en fait, maintenant, de plus en plus, je me rends compte que en fait, c'est un vrai engagement. Et d'autant plus que, ouais, maintenant, je pense, on essaie aussi d'être justement nous-mêmes. Enfin, c'est difficile, mais pendant longtemps, en tout cas, on avait un peu peur de montrer notre engagement parce qu'en fait, on se rendait pas forcément compte qu'on était engagé. C'est un peu bizarre. Et je trouve que maintenant qu'on a commencé à prendre conscience qu'on était vraiment engagé, on a moins peur d'être plus peut-être tranché qu'avant, quoi. Ouais, vous vous sentez peut-être plus légitime? Ouais, il y a peut-être un peu de ça, ouais. Ok, non, c'est intéressant. Et alors, comment tu parles de mode, d'engagement, de toutes ces questions-là, d'écologie, de durabilité avec tes propres enfants? Honnêtement, je pense que tout se passe par nous, nos propres actions. Quand ils voient que au quotidien, on prend le vélo, qu'on prend la voiture que très occasionnellement, que on fait attention à ce qu'on achète en vrac et pas dans un tas de plastique. Dans les histoires aussi, dans les livres parfois qu'on peut choisir, qu'on leur raconte, qui sont souvent des bonnes portes d'entrée pour pouvoir aborder certains sujets. Voilà, puis de temps en temps, on essaie de leur expliquer effectivement que comme tous les enfants, il y a des moments où ils veulent plein de trucs, ils veulent acheter plein de trucs, notamment là à l'approche de Noël où on reçoit tous les catalogues, c'est un peu la folie. Essayer de leur expliquer que chaque objet, chaque chose qui nous entoure, ça a un impact, et que on peut en avoir un petit peu, mais qu'on peut pas en avoir trop, sinon ça casse la planète et tout. Donc ça, c'est des sujets qui reviennent souvent. Alors ils nous demandaient ça, est-ce que ça casse la planète? Donc voilà, mais on essaie toujours de le faire plutôt dans les actes de nous, ce qu'on va faire et ce qu'on va implémenter au quotidien dans nos vies. Et en tout cas, tout ce qu'on veut, c'est pas leur faire peur, quoi. Ouais, bien sûr. Et on va pas du tout être alarmiste ou quoi que ce soit. On leur dit plutôt que c'est plutôt leur montrer, voilà, une façon de vivre qui est peut-être moins, voilà, plus portée sur l'expérience que sur l'achat, tu vois. Ouais, je comprends, mais c'est montré par l'exemple, quoi, plutôt que d'avoir des discours un peu moralisateurs ou qui vont faire peur. Ouais, surtout avec des enfants. Enfin, je pense que sur ça, nous, c'est pas du tout notre ADN.
et ça se ressent aussi dans Perpète, on n'a pas du tout de discours moralisateur. On est plutôt... Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est positif, c'est coloré, c'est ça aussi Perpète. Mais en fait, c'est un peu ce qu'on veut dégager, c'est qu'en fait, c'est se dire, ok, il peut y avoir une autre façon de faire, mais qui est pas pénible, tu vois. Parce que souvent, dans la notion d'écologie, c'est souvent, tu vois, quand on parle de sobriété et tout, c'est des mots qui sont quand même assez péjoratifs. Finalement, je trouve. C'est vraiment ce côté où il faut se contraindre et il faut faire moins. Et donc, ça, c'est un côté où ça amène direct un peu cette frustration, je trouve. Alors que là, c'est plutôt de dire, en fait, non, c'est juste une façon de vivre qui va être un peu différente, portée sur d'autres choses, mais qui rend tout aussi heureux, qui va être fun, joyeuse, on va rigoler. Et tout ça, ça peut être... tout ça peut être la sobriété, c'est pas forcément un truc où tu vas te dire ah là là, il faut que je fasse une croix sur ça, c'est dur. Non, c'est juste que c'est peut-être juste une autre façon de faire, mais qui va être chouette aussi. Ouais, ok. Et alors la dernière question, rituel du podcast, est-ce que tu as des modèles dans la vie ? Eh ben, j'ai bien préparé ma question. Et en fait, ma réponse, ça va être mes enfants. Parce que justement, toute cette aventure, elle est aussi portée pour eux, pour pouvoir justement leur construire et leur offrir un futur qui soit fun, joyeux et puis surtout durable. Et puis aussi, c'est aborder les choses, je trouve la façon dont les enfants voient les choses et abordent les choses, je trouve que c'est un exemple. Ils voient tout de manière positive, tout est... on peut discuter par le jeu. Enfin, tout est toujours un peu de manière ludique. Et je trouve que nous, c'est aussi tout ce qu'on a envie de faire. On a envie de voir les choses avec des yeux d'enfants émerveillés, voir une autre façon de faire hyper positive. Voilà, je trouve que leur vision des choses est assez intéressante. Très bien, c'est bienveillant toujours. Forcément ça. Puis je comprends un peu cet exemple-là, puisque finalement les enfants ils sont très spontanés. Voilà, il y a pas de calcul ou de négativité quoi. Exactement. Ok. C'est une bonne conclusion. En tant que parent, je trouve que ça fait. En tout cas, moi je sais que personnellement ça m'a fait aussi du bien sur ça d'avoir des enfants, c'est que on retombe aussi un peu en enfance, quoi. Il y a plein de trucs qu'on avait un peu arrêté de faire, et puis en fait, jouer, rigoler pour rien, même pour nous, ça fait du bien. C'est vrai. C'est un peu comme la morale du Petit Prince, finalement. C'est ça. Voilà. Et écoute, ce sera une très bonne conclusion. Merci infiniment d'avoir répondu à toutes mes questions. Merci à Nathalie d'avoir participé à cet épisode de Nouveaux Modèles, et merci à Thomas Langlin, notre ingénieur du son. Si vous aimez l'émission, dites-le moi avec des mots doux et des étoiles sur vos applications préférées et parlez-en autour de vous, c'est ce qui m'aide le plus à faire connaître le podcast. Pour ne louper aucun épisode, rejoignez-nous sur les réseaux sociaux @nouveaumodèle.podcast. Je vous dis à très bientôt pour rencontrer un nouveau modèle.